Étienne Armand Amato, passionné par les technologies immersives, mais surtout par l'audiovisuel interactif. Je viens des études de cinéma et audiovisuel, et lorsque les premiers jeux vidéo 3D temps réel sont arrivés, j'ai basculé dans le monde de l'étude des nouveaux médias à l'Université Paris 8. Aujourd'hui, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Gustave Eiffel, avec un laboratoire qui s'appelle le laboratoire DICEN, dispositif d'information et de communication à l'ère numérique. Voilà un peu un parcours qui m'a fait accompagner les évolutions des appareils, des logiciels, des pratiques depuis une vingtaine d'années. Au départ, ma passion a été d'analyser le jeu vidéo solitaire pour comprendre comment l'interactivité de perception avec la caméra, l'interactivité de participation avec les actions faites fonctionnait en solo. Les MMORPG, le fait d'être plusieurs dans une situation collective, dans des mondes persistants, instaurait une réalité parallèle que je trouvais passionnante. Et dans ce cadre, la question de l'avatar s'est posée aussi bien pour les métavers de type Second Life que pour les jeux vidéo en ligne. Mais progressivement, la réalité virtuelle s'est emparée de la question de l'avatar parce que les posts se sont mis en réseau. Donc j'ai accompagné, on va dire, une thématique, une problématique de la représentation de l'utilisateur, qui était un peu secondaire en réalité virtuelle, et qui est devenue centrale depuis quelques années. Alors, pour essayer de définir l'avatar au sens large, mais tout de même au sens moderne et technologique, médiatique du terme, on peut qualifier l'avatar de formule informationnelle qui permet à un utilisateur de rencontrer d'autres utilisateurs. Au départ, le terme avatar a été forgé pour ça, mais plus généralement d'exister dans un univers de données ou de situations qu'il va pouvoir influencer. Alors, dans l'usage que nous avons avec mes collègues du terme avatar, on est parti du sens strict, qui est basé sur une forme individualisée de transposition de l'utilisateur dans un corps, une créature, un protagoniste appartenant à un monde. Mais en réfléchissant à tout ce que cela impliquait, on s'est rendu compte que le concept d'avatarisation était puissant puisqu'il permettait de dépasser la simple numérisation ou dématérialisation ou digitalisation comme on l'appelait, au profit d'une meilleure compréhension de ce qui allait être simulé ou restitué dans des environnements soit simulationnels, jeux vidéo, réalité virtuelle, soit informationnels et hypermédias de type plateforme web, réseaux sociaux numériques, etc. Du coup, l'avatarisation, elle peut concerner des individus, mais elle peut aussi prendre des collectifs, des phénomènes, des forces pour être mise en scène ou mise en œuvre dans des mondes numériques. Exemple, un incendie. Prenons le phénomène incendie. La modélisation de la propagation des flammes, la combustion, etc. On peut considérer qu'on va avatariser un phénomène. Idem pour un écosystème, une ville. Voilà, prenons une ville qui va croître. On connaît dans les jeux vidéo depuis longtemps la façon dont il y a des jeux de gestion. Et du coup, on peut avatariser le processus de développement d'un environnement complet. Ça vaut la peine de le faire parce que aujourd'hui, dans les problématiques qui nous occupent, avatariser des collectifs, des parties prenantes, des forces, ça permet aussi de réfléchir aux causes et aux parties prenantes de toute situation. Et ça devient un enjeu, y compris en écologie ou en développement durable, ou même dans le domaine politique, essentiel. Lorsque l'on veut permettre de comprendre des phénomènes ou d'agir différemment, le simple fait de changer de point de vue va avoir une grande influence sur la compréhension des choses. Il est parfois essentiel de pouvoir se mettre dans la peau de soi-même, en tant que chimiste qui manipulons des petites pipettes, parce que ça permet de vraiment
restituer l'opération que l'on fera plus tard. Par contre, se voir de l'extérieur pour percevoir le processus de production dans lequel on est inséré, pour afficher d'autres informations qui vont peut-être aider à associer au point de vue extérieur la conscience des informations intellectuelles, du référentiel de connaissances associées. Je pense que entre le subjectif qui correspond au vécu et donc aux pratiques concrètes, et le point de vue plus objectif, extérieur, qui, dans nos cultures, correspond à l'abstraction, à la rationalisation et aux connaissances objectivées, je crois qu'il y a vraiment des allers-retours très riches et très illustratifs des démarches. Voilà, je suis dedans, je prends conscience, je recule, je réfléchis à ce que j'ai fait. Donc en pédagogie, je crois que vraiment l'articulation des points de vue est un des leviers fondamentaux par lesquels on va pouvoir impliquer différemment des niveaux de réflexion et d'engagement associés. Il se trouve qu'on a développé un dispositif qui s'appelle Devenez Avatar, où n'importe qui, en mettant un casque, se retrouve plongé dans un univers en étant filmé de dos et incrusté dans l'univers. Donc il se retrouve lui-même son propre avatar. Et j'ai déjà utilisé ce dispositif principalement de recherche à des fins pédagogiques et aussi de médiation pour le grand public, puisqu'on a été à la Cité des Sciences et de l'Industrie associé au e-Lab et au laboratoire Lutin, et nous avions pour vocation de dialoguer avec des publics jeunes, adultes, parents, enfants. Et du coup, il y avait une dimension très pédagogique parce que les gens comprenaient mieux la thématique de l'avatar en ayant un dispositif très simplifié. C'est vrai qu'être un autre que soi a aussi des avantages parce que ça peut permettre de libérer certains potentiels, de désinhiber des choses qui nous bloquent. Et il est connu, par exemple, pour des domaines que moi j'ai enseignés comme la négociation, les techniques de négociation en diplomatie ou en commerce, que pour certaines personnes, être un autre, jouer un rôle, en passer par une sorte de figure un peu fictive, va les décomplexer et va aussi leur fournir des ressources liées au rôle en question. Voilà, vous jouez quelqu'un d'extraverti, ben voilà, je vais enclencher des capacités liées à ce que je suppose être cette personne. Et il y a aussi des profils psychologiques qui vont mieux s'engager quand ils sont fidèlement reproduits à l'image, parce qu'ils se sentent concernés, ils se sentent impliqués, et le défi les concerne. Inversement, d'autres profils psychologiques auront besoin d'avoir un peu de distance et de passer par cette identité tierce. Ce n'est pas tout à fait moi, pour explorer d'une façon jouable et un peu amusante des possibilités qu'ils ne s'accorderaient pas s'ils n'étaient qu'eux-mêmes. La plasticité de notre esprit, de notre conscience, de notre être est telle que l'on peut s'adapter de façon durable à des expériences complètement incroyables. Et on connaît l'expérience de Merleau-Ponty avec les lunettes qui inversent la vision et le fait qu'au bout de quelques heures, eh ben voilà, on marche au plafond et on peut s'adapter. Et quand on revient, il faut une petite phase d'adaptation. Donc ces phénomènes sont connus, ils inquiètent, ils font beaucoup l'objet de débats parce qu'on se dit mais que va-t-on devenir ? Moi j'ai une tendance à être assez, serein au sens où pour moi il y a des capacités humaines d'adaptation très fortes, la nécessité de tenir compte de ce qu'on appelle les sas entre les mondes, et on est de nombreux chercheurs à réfléchir sur cette adaptation progressive en entrée et en sortie, parce que souvent on fait toute une immersion par palier pour rentrer dans un monde, mais on ne pense pas nécessairement à la sortie. Et je pense que de ce point de vue, la métaphore de l'immersion est très intéressante, puisque précisément, dans la plongée sous-marine, il est important de respecter des paliers pour que progressivement on se réadapte. Donc il y a des conséquences pratiques à cette façon dont on peut privilégier un monde par rapport à un autre, qu'il soit artificiel, imaginaire, spirituel ou autre. Une autre perspective plus opérationnelle et appliquée de mes recherches sur l'avatar sont de favoriser les modes de capacitation que l'avatar offre. Je m'explique.
Si j'utilise un avatar doté de capacités spéciales, que ce soit dans un jeu, une simulation, ces capacités, je vais m'y habituer. Et donc, une vraie question, c'est comment je me débrouille une fois qu'on m'enlève mon avatar et que je me retrouve dans la réalité habituelle, sans tous ces pouvoirs spéciaux ou ces capacités. Donc, comment faire en sorte que les personnes se réapproprient leurs conditions originelles, leurs conditions humaines, en écart avec toutes ces possibilités incroyables que nous offrent les avatars. Ça, c'est un enjeu à la fois sociologique, culturel, qui va, dans mes travaux personnels, prendre une forme précise. Laquelle ? Je cherche à développer un ensemble d'outils pour que les utilisateurs d'avatars se recapacitent dans la réalité naturelle à travers les expériences qu'ils ont vécues grâce aux avatars. Il existe un continuum entre l'avatar ressemblant à son image, conforme à soi-même, plus ou moins idéalisé, et puis l'avatar complètement altérisé, complètement transformé, qui est tout autre. Et au milieu de ces polarités, il y a ces avatars hybridants, empruntant à différents registres, mais sur une base qui est la sienne. Le danger étant bien sûr que le reflet que l'on a au bout d'un moment soit tellement satisfaisant dans sa version médiatique et un peu transformée qu'on ait du mal à accepter qui nous sommes. Et on a déjà eu des cas récemment qui ont été documentés de filtres tellement idéalisants que les gens n'osent plus se présenter tels qu'ils sont auprès de ceux qu'ils ont rencontrés par l'intermédiaire de ces avatars vidéo embellis.